Dans cette vidéo, nous allons parler de la situation de l'entreprise en situation de monopole, une structure de marché un peu particulière. Qu'est-ce que c'est qu'un monopole? C'est une entreprise qui vend un produit pour lequel il n'y a pas de concurrent immédiat. Ça, c'est la définition la plus simple. Ça peut être localement une entreprise qui vend des produits que tout le monde connaît, mais localement, elle est la seule à en vendre, elle est en situation de monopole. Il y a une définition plus technique que l'on ne va pas approfondir, je la mentionne ici, c'est tout simplement lorsque l'élasticité prix croisé du produit qu'elle vend est très faible, voire nulle, avec les autres produits. On va garder la première définition, et donc cette définition, elle est simple à comprendre, l'entreprise, elle est seule. Alors comment cette situation, ça peut arriver? Il y a 4 causes principales qui peuvent expliquer ces situations de monopole. La première cause, ça peut être le contrôle d'une ressource rare. Par exemple, l'entreprise De Beers, elle contrôle 80% de la production de diamants. Alors c'est pas 100%, on est d'accord. Bon, voilà, c'est une position largement dominante, elle est en quasi-monopole sur les diamants. Deuxième raison qui peut expliquer un monopole, ce sont les monopoles d'État. Eh bien, par exemple, en France, la SNCF est en monopole d'État pour transporter des passagers par réseau ferroviaire, par train. C'est la seule entreprise qui a le droit de faire cette activité. Troisième possibilité pour avoir un monopole, il s'agit des brevets. Une entreprise privée dépose un brevet et là, elle passe sous la tutelle de l'État, protégée par le système de la concurrence et par l'État. Et l'entreprise, temporairement, le temps de délai de validation du brevet, elle se retrouve en monopole sur le brevet qu'elle a pu déposer. En général, c'est temporaire. Et puis la quatrième possibilité, c'est tout simplement une entreprise. On est parti d'une situation concurrentielle qui aurait éliminé ses concurrents progressivement et il ne peut en rester qu'un. Elle est seule sur son marché et elle est en situation de monopole. C'est une situation qui est en fait assez théorique, celle-là. Alors, les prérequis pour comprendre le comportement de l'entreprise dans cette structure de marché, ils sont multiples. Premier prérequis, comme souvent dans les structures de marché, il faut avoir compris l'offre et la demande. Deuxième prérequis, il faut avoir compris les conditions de maximisation du profit. Je vous renvoie au tuto sur la concurrence pure et parfaite. Troisième prérequis, il faut avoir compris la liaison entre la variable marginale, la recette marginale, et la variable moyenne. Ça va faciliter la suite. Et puis, si on a ça en tête, le reste, ça devrait passer assez crème. Dans moins de 10 minutes, vous aurez compris comment une entreprise gère sa situation de monopole et on verra si c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la société ou juste pour l'entreprise. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bien, alors la première chose à voir et à comprendre quand on s'intéresse au monopole, c'est de s'intéresser à son marché. Or, la courbe de demande d'une firme qui est en monopole, elle est différente. On a vu qu'en concurrence, lorsque l'entreprise s'adresse et sur son marché, la courbe de demande de la concurrence est une droite horizontale, tout simplement parce que le prix s'impose à l'entreprise. Ça venait de l'hypothèse d'atomicité. En monopole, comme l'entreprise elle est seule, la courbe de demande qui s'adresse à l'entreprise, c'est la courbe de demande du marché. Elle est décroissante. De cette première différence va découler un certain nombre de conséquences qui vont être fondamentales. Ce sont ces conséquences que nous allons voir. Et donc l'exemple que nous allons voir est tiré du bouquin de Gregory Mankiw et de Mark Taylor, Principe de l'économie chez The Book Édition. Alors on imagine une ville avec un seul fournisseur d'eau, donc il est en situation de monopole. Et ici, il y a un tableau fictif où on voit que si le prix ici est de 1,1 € le litre, les quantités demandées seront nulles. Si le prix descend, s'il passe à 1 €, 1 litre sera demandé. 0,9 €, 2 litres seront demandés, etc. 0,3 €, 8 litres seront demandés. Autrement dit, cette colonne-là, prix-quantité, nous donne le plan de demande. On va regarder ce qui se passe du côté de la recette totale. Alors c'est très simple, la définition de la recette totale, c'est prix fois quantité.
La recette totale prix fois quantité, 0 fois 1,1 ça fait 0, 1 fois 1 ça fait 1 euro, 2 fois 0,9 1,8 euros. Donc là ici, on voit la recette totale du monopole en fonction du prix qui sera sur le marché. Quelle est la recette moyenne? Alors là c'est important, j'attire votre attention. Combien en moyenne ça va vendre? Combien en moyenne ça va rapporter de vendre? Et donc, c'est simple, hein, en moyenne, combien ça va? La recette moyenne, pour la faire, on va faire la recette totale, ici, divisée par les quantités. Donc il est clair que la recette moyenne, quand je ne vends rien du tout, elle est nulle. Par contre, si je vends 1 litre à 1 euro, la recette totale c'est 1, en moyenne, ça m'a rapporté 1 euro. Etc., etc. Donc on regarde ici ce qui se passe, recette totale 1,8, divisé par les quantités divisé par 2, 0,9. Et vous constatez ici qu'en calculant la recette moyenne, regardez la colonne des prix, on se rend compte que la recette moyenne, elle est donnée par les prix. Autrement dit, la recette moyenne, c'est la recette par unité vendue. On avait déjà vu ça avec les coûts moyens, c'était le coût unitaire. Et bien là, c'est la même chose, la recette moyenne, c'est la recette par unité vendue, donc toujours égale au prix. Maintenant, on va s'intéresser à la recette marginale, c'est-à-dire quelle est la recette supplémentaire si je vends une quantité supplémentaire, 1 litre d'eau supplémentaire. C'est simple, il suffit de partir de la recette totale. Là, on voit que si je vends 0 litre et que je vends 1 litre en plus, ma recette marginale va être de 1 euro. Donc là, ici, la recette marginale va être de 1 euro. Si je passe de 1 litre à 2 litres et que je passe de 1, la recette totale de 1 à 1,8, ça me fait 0,8 en plus. 1,8 moins 1, ça fait 0,8, etc. le long de la colonne. Et là, on a la recette marginale. Et là, on se rend compte que contrairement à la situation de concurrence pure et parfaite, je vais revenir dessus dans un instant, que la recette marginale, elle est inférieure au prix. Les prix sont ici. Là, ici, au départ, pour 1 litre, 1 et 1, c'est pareil. Mais ensuite, 0,9 pour le prix, la recette marginale est de 0,8. Et on se souvient qu'en concurrence pure et parfaite, la recette marginale était égale au prix. On regarde ça en graphique. Ici, j'ai représenté mon tableau de demande. Ce sont les mêmes chiffres. J'ai mon prix, ma recette totale, la recette moyenne, ici, et la recette marginale. Si je représente ma demande, la courbe rouge qui est ici, on voit ici, si le prix est à 1,1, les quantités sont nulles. Si le prix est à 1, ici, j'ai une unité qui sera demandée. Si le prix est à 0,9, c'est-à-dire ici, les quantités demandées seront égales à 2. Et donc ma courbe de demande, elle est égale à ma recette moyenne. Ça, c'est un point qu'il faut bien avoir compris. La courbe de demande du monopole correspond à la recette moyenne. Et comme une moyenne, quand elle décroît, ça signifie que chaque unité marginale est inférieure à la moyenne. Comme la recette moyenne est décroissante, puisque c'est la courbe de demande, la recette marginale est nécessairement décroissante, nécessairement inférieure à la recette moyenne. Et la recette marginale, elle est tracée ici, le long de cette colonne. On l'a passée ici, c'est la courbe bleue. Donc, premier point à retenir de ce plan de demande. En concurrence, nous avions une recette marginale qui était égale à la recette moyenne qui était égale au prix. Là, ici, en monopole, la recette marginale est inférieure à la recette moyenne qui est égale au prix. La question, c'est de savoir maintenant quel point sur la courbe de demande le monopole choisira-t-il, c'est-à-dire quelle quantité va-t-il décider de produire. On rappelle que la courbe de demande du marché, c'est celle-là, c'est égal à sa recette moyenne. Et puis sa recette marginale, on vient de le voir, elle est nulle. Et donc à partir de là, quel raisonnement est-ce qu'on peut faire pour choisir quelle quantité le monopole va décider d'apporter sur le marché, sachant que, comme en concurrence, le monopoleur veut maximiser son profit. Donc, et pour maximiser le profit, c'est comme en concurrence. Là, ici, la recette marginale doit être égale au coût marginal. Donc le monopoleur doit fabriquer une quantité de produits
tel que son coût marginal soit égal à sa recette marginale. Donc on va regarder le marché. Le coût moyen du monopole, on va prendre les coûts moyens tels qu'on les a déjà observés. Le coût marginal passe par le minimum du coût moyen, ça ne change rien. Ma courbe de demande décroissante du marché, dont on a vu qu'elle était égale à la recette moyenne, c'est la courbe bleue qui est ici, qui apparaît. Et la courbe de coût de ma recette marginale est donc forcément décroissante, puisque ma recette moyenne est décroissante. Donc ma recette marginale, elle est ici. Donc là, je superpose les recettes d'un côté et les coûts de l'autre. Et comme la règle de maximisation du profit, c'est la même en monopole qu'en concurrence, eh bien, il suffit sur ce graphique d'identifier où est-ce que le coût marginal est égal à la recette marginale. Eh bien, c'est en ce point-là, ici, là, en ce point-là, la recette marginale, ici, est égale au coût marginal. Donc, ça va me donner les quantités produites en projection orthogonale sur l'axe des abscisses, les quantités d'équilibre ici. Et comment est-ce qu'une fois qu'on a les quantités, comment est-ce que le prix va être fixé? Eh bien là, le monopoleur, c'est tout simplement la demande, la volonté de payer des demandeurs sur la base de cette quantité qui vont accepter de payer. Donc il y a une projection orthogonale ici sur la courbe de demande qui va ensuite fixer le prix du marché. Donc j'insiste, ce n'est pas le monopoleur qui fixe le prix directement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il égalise son coût marginal avec sa recette marginale, ça lui donne les quantités, et une fois qu'il a les quantités, il va s'adresser à la demande pour savoir quelle est la volonté de payer de la demande, et le prix se fixe dans un second temps. La phrase que l'on voit tout le temps, les monopoles peuvent fixer le prix qu'ils veulent, elle est fausse. D'après le modèle ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, ici, on a notre quantité d'équilibre et notre prix d'équilibre. Alors, sur un marché monopolistique, on le constate, le prix est supérieur à la recette marginale. Ici, ma recette marginale, c'est la courbe rouge qui est ici. J'ai mes quantités qui sont égalisées, mon coût marginal est égal à la recette marginale. Je devrais avoir un prix ici. Or, on voit que le prix, il est supérieur. Donc, on a un prix qui est supérieur à la recette marginale. Supérieur donc à ce qui se passe en concurrence. On va revenir sur cette partie-là. Sur ce graphique, c'est le même que tout à l'heure. On va essayer de matérialiser quelle différence il y a entre les prix et de quantité qui apparaissent en vert, qui sont les quantités de concurrence. On va faire la comparaison. On se souvient qu'en concurrence, c'est toujours la même chose. Le coût marginal doit être égal à la recette marginale. Mais la différence, je l'ai mentionné tout à l'heure, ma courbe rouge du monopole, en réalité, elle est confondue avec ma recette moyenne. En concurrence, la recette moyenne est égale à la recette marginale. Conséquence, le point d'équilibre qui maximise le profit en concurrence, ça va être ce point-là. Non pas ce point-là, mais ce point-là. Par conséquent, en ce point-là, je vais avoir ici mes quantités de concurrence et ça va me donner mon prix de concurrence. Donc là, le raisonnement, il est tout simplement de dire que, en concurrence, je le répète, la recette marginale est égale à la recette moyenne. Et par conséquent, on constate que sur un marché concurrentiel ici en vert, le marché fabrique plus, il produit plus, il y aura plus de quantité sur un marché concurrentiel que sur un marché de monopole, d'une part, et d'autre part, on voit que les prix de concurrence ici seront plus bas que les prix du monopole. Donc ça, c'est une démonstration, en tout cas dans le cadre du modèle, qui est assez intéressante pour des étudiants. Bien, alors maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur le marché, en monopole, des quantités plus petites, un prix plus élevé, que se passe-t-il pour l'entreprise? Que se passe-t-il pour le profit du monopole? Alors le profit, toujours pareil, c'est la recette totale moins les coûts totaux. Donc, on peut écrire que on peut tout diviser par Q, recette totale divisée par les quantités, moins les coûts totaux divisés par les quantités, multipliés par les quantités. D'un point de vue arithmétique, ça ne change rien. J'ai le droit d'écrire cette partie-là, puisque là, on voit que tout va s'annuler par les quantités. Ça veut dire que le profit, c'est égal RT, recette totale sur les quantités, c'est la recette moyenne. Coût total divisé par les quantités, c'est le coût moyen. Donc le profit, c'est la recette moyenne moins le coût moyen multiplié par les quantités. Or, on a vu que dans le cas du monopole, la recette moyenne,
c'était égal au prix. Et le coût moyen, il est égal au coût moyen. Prix moins coût moyen, fois quantité. Autrement dit, le profit du monopole, c'est prix moins le coût moyen multiplié par les quantités. Regardons maintenant géométriquement à quoi ça ressemble. On voit ici notre situation de marché, on retrouve notre coût moyen qui est ici, mon coût marginal qui passe bien par le minimum du coût moyen, ma recette moyenne courbe bleue qui est ma courbe de demande, et la recette marginale en rouge qui est ici, forcément plus petite, en tout cas inférieure à la recette moyenne. Donc on a vu que ici, j'avais mon point d'équilibre où ma recette marginale est égale à mon coût moyen, j'ai donc mes quantités, et là on a dit que c'était prix moins le coût moyen multiplié par les quantités. Mon coût moyen ici, en ce point-là, si je fais une projection orthogonale, j'arrive ici. Je vais donc avoir mon prix moins mon coût moyen, multiplié par les quantités de toute cette surface-là. Je fais donc apparaître ici le profit du monopole. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est important ou pas ce monopole ? On peut le comparer par rapport à la situation de concurrence. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour savoir quelle était la différence d'allocation entre un marché concurrentiel et un marché de monopole. On se souvient que tout à l'heure, en situation de concurrence, on aurait eu cette intersection. La recette marginale aurait été confondue avec la recette moyenne, et à cette intersection, j'aurais eu les quantités produites du monopole avec un prix inférieur, les quantités produites de concurrence avec un prix qui est inférieur ici au monopole. Donc là, on peut regarder ici le rectangle bleu ciel qui apparaît, eh bien ça serait le profit de concurrence qui permet par comparaison de voir que le monopole va faire un surprofit, la surface bleu foncé est plus grande que la surface bleu clair, et donc il y a un surprofit ici du monopole. Alors d'un côté, les consommateurs vont payer plus cher, le prix du marché est plus grand, de l'autre, les actionnaires vont être plus heureux. Après tout, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est mieux d'un côté que de l'autre ? Quelle est la situation globale ? Alors c'est là où justement la notion de surplus peut être intéressante pour départager et creuser ce dilemme. On va regarder ici une situation d'un monopole avec un prix unique et un coût moyen constant. Donc ma courbe de demande du marché, elle est décroissante. Alors quand on dit prix unique, c'est le prix du marché ici. Ma courbe de demande, elle est ici, qui est égale à ma recette moyenne. Ma recette marginale est décroissante, ok. Là, j'ai pris un coût moyen qui est constant, donc c'est-à-dire que mon coût marginal est constant, pour simplifier. Donc, on se souvient que l'entreprise en monopole égalise sa recette marginale avec le coût marginal. Ça va me donner ma quantité de monopole. Projection ensuite sur la courbe de demande pour me donner le prix de monopole. On a vu ça. On va comparer par rapport à la situation de concurrence. Si on était en concurrence, on aurait ici la recette marginale serait confondue avec la recette moyenne, donc mon coût marginal serait ici. Donc là, j'aurais ma quantité produite en bleu de concurrence avec ici mon prix de concurrence. Et là, on voit que le profit du monopole est ici. On voit que ma demande, puisque ça c'est mon prix du marché, ça c'est la volonté de payer de la demande, là ça va être le surplus du consommateur qui va être ici. Et on se rend compte qu'ici, il y a une perte sèche. C'est le petit triangle ici d'Arberger qui arrive ici. Donc là, j'ai moyen de trancher. Ce que dit le modèle, c'est que si les actionnaires sont contents parce qu'il y a du surprofit, et si les consommateurs ne sont pas contents parce qu'il y a moins de quantité sur le marché à des prix plus élevés, eh bien le solde est plutôt négatif en termes de coût de bien-être pour la société. Il y a clairement une perte sèche. On va regarder le raisonnement en prenant l'hypothèse, cette fois-ci, non pas d'un coût marginal qui est constant, mais d'un coût marginal qui est croissant. Donc là, si on regarde cette partie-là, je vais un peu plus vite. On est habitué, là j'ai mon coût marginal qui est croissant ici, j'ai ma recette marginale décroissante, et ici j'ai ma demande et ma recette moyenne, la courbe bleue en l'occurrence. Donc là j'ai mes quantités de monopole, mon prix de monopole, mes quantités efficaces qui sont ici à l'intersection du coût marginal et de la recette marginale en concurrence, qui vont me donner un prix qui est plus bas. On l'a déjà vu 3 fois, c'est la 3e fois qu'on voit ce raisonnement ici. Et là on voit que j'ai des quantités efficaces
avec des quantités de monopole qui sont plus petites, donc là j'ai une surface à retrancher, mais j'ai également un prix de monopole qui est supérieur au prix de marché, du prix efficace. Ce qui peut me permettre, la multiplication de cette distance avec cette distance, ça va me donner cette perte sèche, le fameux triangle d'Harberger, qui montre qu'une situation de monopole n'est pas la situation la plus efficace pour la collectivité. Alors, en conclusion, deux aspects. On va comparer l'essentiel de ce qui se passe entre le monopole et la firme. En monopole, l'entreprise, elle est unique. En concurrence, l'entreprise, elle n'est pas unique, elles sont un très grand nombre. En monopole, l'entreprise, elle fait face à une demande décroissante, tout simplement parce que c'est la demande du marché. En concurrence, le prix s'impose à l'entreprise, la demande, elle est horizontale. En monopole, on peut agir sur les prix, non pas directement sur les prix, mais par les quantités. Donc c'est une action indirecte. En jouant sur les quantités, l'entreprise peut modifier les prix du marché. Donc on dit que le monopole est price maker. Il peut agir, il peut faire le prix indirectement par les quantités. L'entreprise en concurrence, elle subit le prix, elle est imposée par le marché, elle est price taker, elle prend le prix du marché. Enfin, dernière grande comparaison, et c'est la plus importante selon moi, en situation de monopole, le prix est supérieur au coût marginal, alors qu'en situation de concurrence, le prix est égal au coût marginal. J'espère que ce tuto vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 choses. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour l'oligopole.